l'actualité, l'arrivée du chef de l'État à New York. Le président Alassane Ouattara va prendre part demain à la cérémonie de signature officielle de l'accord de Paris sur le climat au siège des Nations Unies. Les enjeux dans ce 13h. On parlera également de coopération dans ce 13h. La Côte d'Ivoire et l'île Maurice dynamisent leurs relations en signant des accords portant sur la promotion économique et la protection des investissements. Et hors de nos frontières, le naufrage de migrants en Méditerranée le week-end dernier aurait fait jusqu'à 500 morts. Une quarantaine de rescapés auraient réussi à atteindre la Grèce. Bonjour à tous. Le chef de l'État est à New York en ce moment. Le président est arrivé à New York où il prendra part demain au siège des Nations Unies à la cérémonie de signature officielle de l'accord de Paris sur le climat. Les États partis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques confirment ainsi leur volonté de lutter contre le réchauffement de la Terre. Les enjeux avec Awa Touré. Les 195 pays signataires de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, au nombre desquels la Côte d'Ivoire, vont signer le vendredi 22 avril l'accord de Paris, issu de la 21e conférence sur le climat, la COP21. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc à New York pour signer cet accord en compagnie des autres dirigeants de la planète, officialisant ainsi l'engagement pris par la communauté internationale de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif principal de l'accord de Paris est de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius et de mener des actions plus poussée en vue de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Cet accord vise également à renforcer la capacité des États à faire face au changement climatique. Le chef de l'État sera de retour le samedi. Hier, avant de quitter Abidjan pour New York, il a présidé le Conseil des ministres. Entre autres décisions importantes, 80 milliards de francs CFA décaissés pour lutter contre le terrorisme. Viviane Aimé. Suite à l'attaque terroriste sur le sol ivoirien, de nouvelles dispositions, tant législatives que matérielles, de lutte, ont été prises par le Conseil des ministres réuni en sa session de ce mercredi au palais présidentiel. Un projet de loi a été adopté qui autorise toute intervention dans le cadre d'actes terroristes survenant à bord d'un avion. La Convention de Tokyo de 1963 organise la répression des comportements indisciplinés à bord des aéronefs qui peuvent compromettre la sécurité des aéronefs, des personnes ou des biens à bord. La ratification de ce protocole permettra d'accélérer son entrée en vigueur en Côte d'Ivoire, mais permettra de renforcer surtout la lutte du gouvernement ivoirien contre les actes terroristes à bord des aéronefs et la lutte contre les comportements qui sont de nature à compromettre la sécurité et la sûreté à bord des aéronefs. Il a été aussi décidé le renforcement du dispositif de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de renforcer les capacités des services de renseignement. Il s'agit de renforcer la formation et l'équipement des unités. Et il s'agit également de renforcer les moyens de mobilité et permettre le déploiement de troupes et de personnel de police partout sur le territoire national. Il s'agit d'un ensemble d'actions dont le coût est estimé aujourd'hui à 80 milliards de francs CFA qui vont permettre, en principe, de renforcer la sécurité partout. Par ailleurs, toute personne désirant entrer sur le territoire ivoirien doit être possesseur de documents biométriques. En cette matière, le gouvernement ivoirien ne peut pas se permettre d'être complaisant. Il y va de la sécurité de tout le monde. Vous savez, si ailleurs les enquêtes se dénouent aussi facilement, c'est parce qu'il y a des banques de données d'ADN, c'est parce qu'il y a des banques de données biométriques, d'autres éléments qui permettent, quand il y a un problème, de remonter le fil et d'atteindre la personne. Mettre fin au conflit communautaire en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a décidé la tenue, ces jeudi 21 et vendredi 22 avril, d'un grand séminaire à Grand-Bassam avec de nombreux participants pour identifier
toutes les causes des conflits communautaires et proposer des solutions. Les troubles qui ont secoué ces jours-ci l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, provoquant une intervention des forces de sécurité sur le campus, le porte-parole du gouvernement a livré les conclusions du gouvernement. Les causes avancées pour justifier cette agitation estudiantine ne sont pas fondées. Par ailleurs, il n'y a pas eu de viol d'étudiantes par les forces de sécurité, comme avancé par certains. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, aucun élément factuel n'est venu confirmer ce qui est dit par ces personnes, y compris par la Ligue de défense des droits de l'homme dont vous parlez, qui a été interrogée officiellement et qui n'a pas pu nous apporter. Bon, tout le monde reste à des on-dit. Les cours ont repris. Le gouvernement a dégagé la somme de 1,7 milliard de francs pour rééquiper les laboratoires des facultés de médecine et de pharmacie saccagés. La commune de Sassandra, quant à elle, pourra bientôt apprécier à leur juste valeur les infrastructures de développement dont elle sera dotée par le gouvernement. Le Conseil des ministres a examiné les détails afférents à la réalisation des 2 projets que sont l'aménagement du débarcadère et la construction du marché central. 2 projets qui vont bénéficier d'un financement du Japon pour un montant de 13,6 milliards de francs. Et vous l'avez entendu, autre décision de ce Conseil concernant les conflits intercommunautaires. Le président se rendra à Bouna le 30 avril, mais avant, il se tient ce jeudi un séminaire interministériel sur l'analyse et la prévention des conflits communautaires en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre qui a signé des accords hier, il faut dire que les bases du renforcement de la coopération politico-sociale et économique entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice ont été donc jetées hier à la primature. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et Xavier Luc Duval, Premier ministre adjoint de la République de l'île Maurice, ont signé des accords portant notamment sur la promotion économique et la protection réciproque des investissements. Le reportage de Gabriel Zanik. 4 accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice. Un accord entre Board Investment de l'île Maurice et le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, CEPUCI. 3 autres ont été paraphés par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et Charles Gaëtan Xavier Luc Duval, Premier ministre adjoint de l'île Maurice. Des accords qui vont redynamiser à coup sûr la coopération entre les 2 pays. C'est en réalisant que les opportunités existent que donc je crois que les 2 gouvernements ont décidé donc de resserrer les liens. Et je crois sincèrement que les accords que nous avons signés aujourd'hui, et éventuellement l'accord de non-double imposition fiscale, seront des accords clés pour que les 2 secteurs privés puissent travailler ensemble. La Côte d'Ivoire et l'île Maurice ont des échanges commerciaux très faibles, selon le Premier ministre ivoirien. Pourtant, le pays a aidé à l'installation des compagnies sucrières en Côte d'Ivoire et pourrait éventuellement apporter une expertise dans le domaine de l'anacarde. Nous avons par exemple échangé la possibilité de renforcer la coopération dans le domaine de l'agro-industrie. Il peut aussi appuyer donc la transformation du coton en Côte d'Ivoire, le domaine de l'anacarde, etc. Donc c'est un domaine important. J'ai une expérience aussi dans le domaine du financement des mines. C'était là important. Le ministre rappelait tout à l'heure que nous sommes passés de 8 tonnes d'or actuellement à 25 tonnes. Et leurs respectives dans les financements peuvent nous aider. De son côté, l'île Maurice est le 32e pays au monde à favoriser les affaires selon un rapport Doing Business de la Banque mondiale. Les accords signés portent sur la promotion économique et la protection réciproque des investissements, la coopération économique, financière et technique et sur la non-double imposition et la prévention de l'évasion fiscale. Mais avant la signature de ces accords, Daniel Kablan-Duncan était d'abord à Washington où il a pris part aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Au cours de ce séjour, le Premier ministre ivoirien a participé à plusieurs panels où il a partagé le secret de la réussite ivoirienne. Il a invité les investisseurs américains à choisir la destination Côte d'Ivoire. Thomas Gessambi revient de Washington. Aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 2016, la question des infrastructures économiques y a une place de choix. Au cours de la table ronde, comme des panels réservés à cet effet, les plus hauts dirigeants des banques multilatérales de développement, les partenaires au développement et les représentants des G20, G24, G77
ont planché sur les mécanismes de collaboration multilatérale dans le but d'accélérer le développement des infrastructures dans le monde. Car au moins 663 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable et le tiers au moins de la population rurale dans le monde n'est pas desservi par des routes en toute saison. Daniel Kablan-Duncan, invité à y prendre la parole pour partager l'expérience ivoirienne, dira que son pays se préoccupe de la question en fournissant de gros efforts en matière d'énergie, de création de routes et de services d'eau potable dans une dynamique partenariat public-privé. Des efforts qui ont besoin d'être soutenus. L'exemple ivoirien en matière de progrès économique, les réunions de printemps en ont demandé, obligeant Daniel Kablan-Duncan à employer tous les moyens pour répondre présent. Invité de l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, le Premier ministre ivoirien a tout simplement convaincu sur la vision du président Alassane Ouattara qu'il est chargé de traduire dans les faits. À la fin du panel, la Côte d'Ivoire devient plus que jamais un sujet d'intérêt. Ce sont des résultats qui sont commandables et c'est des résultats qu'on peut répliquer dans d'autres pays. Donc je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse donner l'exemple en région ouest africaine afin que d'autres pays prennent le pas et suivent son exemple. On a une présence de très longue date en Côte d'Ivoire. Nous avons connu les heures difficiles et nous sommes très heureux de voir le pays qui connaît une résurgence forte et nous sommes très heureux d'être associés à ce succès. Ce que je retiens, c'est que c'est la question qu'a posée un Guinéen à monsieur le Premier ministre et où monsieur le Premier ministre a exprimé que les choses les plus importantes, les ingrédients les plus importants du succès de la Côte d'Ivoire, ce sont la vision et le peuple ivoirien et la capacité du peuple ivoirien. Et c'était ces points-là qui l'ont le plus, comment dirais-je, ému. Les garanties d'investissement de la MIGA ont permis de mobiliser plus de 1000 milliards de francs CFA d'investissement en Côte d'Ivoire au cours des 5 dernières années. Et la MIGA devrait accompagner dans la dynamique le pays pour le financement de son PND 2016-2020. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. En fait, c'est le thème de la CGC Academy 2016. La 5e édition s'ouvre aujourd'hui au Sofitel Hôtel d'Ivoire. Mais avant, revenons sur les enjeux avec Noël Niagno. Détection de jeunes entrepreneurs, développement de l'esprit d'entrepreneuriat. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGEC, remet le couvert pour la 5e fois avec le thème « Tu as un projet ?» J'ai de l'argent, entreprenons ensemble. Ceux qui ont de l'argent aujourd'hui cherchent les bons projets. CGEC Academy 2016 va expliquer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Ne vous freinez pas dans votre volonté d'entreprendre. Ne vous freinez pas dans votre volonté de présenter des projets. Car aujourd'hui, l'argent se trouve partout. Et quand vous avez un bon projet, vous allez trouver forcément des investisseurs qui vont financer la réalisation de ce projet. Mais au fait, c'est quoi un bon projet et quel est le potentiel d'opportunité de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a environ 30 à 40% d'Ivoiriens qui ont accès à l'eau potable. Celui qui vient investir dans l'eau potable en Côte d'Ivoire, il est en train de s'adresser à un marché de 70% de 24 millions d'habitants. C'est une opportunité. N'importe quel investisseur qui touche n'importe quel secteur d'activité en Côte d'Ivoire, ça va lui assurer sa rentabilité. Il y a des variables qualitatives qui font qu'un investisseur trouve tel projet bon ou mauvais. Vous pouvez avoir le meilleur projet, mais si vous êtes un promoteur, c'est-à-dire celui qui porte le projet, qui a une mauvaise réputation dans la vie, vous êtes quelqu'un qui ne rembourse jamais vos prêts, vous êtes quelqu'un toujours endetté, le projet n'est plus bon. Aujourd'hui, dans l'analyse des investisseurs, il y a une translation qui est en train de se faire vers les éléments quantitatifs pour pouvoir qualifier qu'un projet est bon ou mauvais, vers les éléments qualitatifs. Pour ce potentiel-là, un invité spécial, l'île Maurice, et des financiers de renom. L'île Maurice, numéro 1 dans le Doing Business, c'est un modèle de bonne gouvernance, c'est un modèle d'expertise en termes de services financiers. L'île Maurice sait aujourd'hui collecter des fonds et venir financer tous les projets partout dans le monde entier. En plus de l'île Maurice, vous allez avoir d'imminents hommes d'affaires qui sont des hommes d'affaires à succès pour financer les projets en Afrique. La CGEC Academy 2016 s'ouvre dès ce jeudi pour prendre fin.
vendredi. Voilà, la 5e édition de la CGC Academy s'est ouverte donc ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire, un événement qui coïncide avec les journées de partenariat Côte d'Ivoire-Espagne. 16 entreprises sont à la recherche d'opportunités. C'est une initiative de l'Institut espagnol du commerce extérieur. L'objectif est de nouer des contacts de haut niveau. Lassine Bakayoko et Adama Kone. 16 entreprises espagnoles à la recherche d'opportunités d'investissement à Abidjan. Ces entreprises entendent donner davantage de vigueur à la présence du secteur privé espagnol en Côte d'Ivoire, qui ne compte que 30 entreprises à ce jour. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, les projets ne manquent pas. Nous avons des gares routières à construire. Nous avons un parc de camions à construire au PK 26 sur 106 hectares. Ensuite, nous avons un grand programme de renouvellement du parc automobile. Au niveau des deux ports d'Abidjan et de San Pedro, nous avons également des grands projets d'aménagement. À ces projets, on peut ajouter la réhabilitation et l'extension du chemin de fer Abidjan-Kaya. Pour tous ces chantiers, le gouvernement attend non seulement des investissements, mais surtout des appuis financiers. Le Royaume, qui dispose de ressources importantes comme le fonds espagnol ou les subventions mobilisées en Europe, espère renforcer tous les maillons de la chaîne des valeurs dans un partenariat gagnant-gagnant. Vous trouverez des entreprises qui sont ici parce qu'ils veulent travailler avec les entreprises locales, avec les institutions locales, avec les institutions financières internationales. Des entreprises qui ont l'ambition de participer dans l'avenir du pays, dans l'avenir de la région, mais des entreprises qui comprennent très bien qu'ils sont venus ici pour apprendre, pour écouter et pour bâtir des alliances. L'expertise espagnole est particulièrement reconnue en matière agricole, de pêche, de tourisme, de métallurgie et d'énergie. Autant de domaines chers au dispositif économique ivoirien. Le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne se chiffre aujourd'hui à environ 350 milliards de francs CFA. Autre sujet, l'État de Côte d'Ivoire s'engage contre la traite des personnes. Le processus de lutte contre ce fléau va s'accentuer les jours à venir, selon la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Mariatou Kone a échangé avec les acteurs clés engagés dans la lutte contre la traite des personnes, nous dit Konaté Moussa. Lutte contre la traite des personnes, la Côte d'Ivoire déterminée à éliminer le phénomène. Plusieurs actions sont en cours, parmi lesquelles l'élaboration d'un plan d'action, d'une stratégie nationale de lutte et un projet de loi. Des actions qui vont s'accentuer selon le ministre Mariatou Kone. Il s'agit concrètement de faire aboutir ce projet de loi en loi et puis de mettre en œuvre la stratégie et également de dérouler le plan d'action. Pour atteindre ces objectifs, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui technique et financier des partenaires internationaux. Ces acteurs clés de la lutte contre la traite des personnes réaffirment leur soutien à la Côte d'Ivoire. Le fait que la Côte d'Ivoire s'engage, cela motive aussi les partenaires à accompagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a déjà adopté le projet, nous disons la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, le plan d'action national. Au moment de la mise en œuvre de cette stratégie, l'ONUDC sera présente pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet. La Côte d'Ivoire et ses partenaires mobilisés donc contre ce fléau. Le coût global du plan d'action est estimé à plus de 8,8 milliards de francs CFA. Près de 80% sont à la charge des partenaires. L'État ivoirien a déjà apporté sa contribution d'environ 2 milliards de francs CFA, soit 22% du budget. Dans le secteur agricole, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, qui a démarré en septembre 2011, prend fin en juin. C'est un projet initié par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et financé par la Banque mondiale. 5 ans après sa mise en œuvre, la production d'1 million de paysans a augmenté dans le domaine du maïs, de la banane plantain et de l'élevage de porc, nous dit Francis Boifo. Initié pour réduire l'insécurité alimentaire et augmenter les revenus des paysans, les résultats du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAOWAP, sont satisfaisants 5 ans après sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Plusieurs technologies ont été générées pour augmenter la productivité agricole. Nous avons généré environ 40 technologies dans tous les domaines qui permettent une augmentation entre 30
et 150%. Initialement, on nous demandait une augmentation de 15%. Et ces technologies partent depuis la banane plantain jusqu'aux élevages de porcs et de volailles traditionnels, en passant par le manioc, le maïs, le riz et l'igname. 1 million de personnes bénéficient déjà de la mise au point de ces technologies financées par la Banque mondiale. Ils m'ont donné 5 hectares de bouture. Ils ont fait le labour et j'ai commencé à travailler. J'ai 5 hectares de manioc, un grand champ qui m'apporte aujourd'hui beaucoup de ressources. J'ai reçu un noyau de 10 cochettes plus 2 verras. Il faut dire qu'avec ces nouvelles races de porcs que nous avons, ils évoluent très vite. Et donc là où vous devez produire votre porc sur, je peux dire, 1 an, 3 mois, 1 an, 4 mois, avant d'avoir les 100 kilos, aujourd'hui, tout au plus en 6 mois, tout au plus, sinon même en 5 mois, on a les 100 kilos. Démarré en 2011, le PPAO-WAP initié par la CEDEAO prend fin en juin prochain. Les responsables de ce projet souhaitent la vulgarisation des technologies agricoles dans l'espace communautaire ouest-africain. La direction régionale de l'ANADER, l'Agence nationale de développement rural du centre-est, a un nouveau siège. Cet édifice situé en plein cœur du quartier plateau d'Abengourou a été officiellement inauguré, nous dit Honorine Aingori. C'est un bâtiment flambant neuf, construit sur une superficie de 5000 m² et d'un coût de réalisation de 117 millions de francs CFA, qui va désormais abriter les services de la direction régionale de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural du centre-est à Abengourou. Il dispose de 22 bureaux et d'une salle de réunion. Pour le professeur Kwame Brou, président du conseil d'administration de l'ANADER, ce nouveau siège répond au souci d'offrir un cadre de travail agréable aux agents afin de leur permettre d'avoir un meilleur rendement. Il a félicité le directeur général, Sidiki Sissé, et son équipe qui ont entrepris de faire de cette agence une structure performante au service du développement du monde agricole. En plus de ce siège, le parc automobile de l'ANADER a été renouvelé. Le préfet de région, Fadi Ouattara, qui présidait cette cérémonie, a salué cette action louable des dirigeants de l'ANADER et exhorté les agents à redoubler d'ardeur au travail pour relever le défi de l'excellence. Il a également saisi cette occasion pour relever le rôle important que joue cette structure dans l'encadrement du monde rural. Surtout, celui d'avoir permis aux producteurs de cacao d'accroître leur production et celui de faire de la Côte d'Ivoire le numéro 1 de la production du cacao dans le monde. Le gouvernement veut faire de la Côte d'Ivoire justement un pays émergent en 2020 à travers l'élaboration du plan national de développement 2016-2020. Le gouvernement entend atteindre cet objectif. Sur cette base, il a prévu que les collectivités territoriales se dotent de plans de développement local. Ainsi, à l'initiative du ministère du Plan et du Développement, les responsables de la planification des collectivités territoriales ont été instruits sur les nouvelles orientations de cette deuxième phase du PND. Reportage Hassan Khan, commentaire Kader Sogodogo. 9% en moyenne est le progrès en termes de croissance économique réalisé par la Côte d'Ivoire selon la revue globale du Programme national de développement PND 2012-2015. Cela s'est concrétisé par d'énormes investissements dans différents secteurs d'activité dans le pays. Pour la réussite totale de la deuxième phase du PND 2016 à 2020, dont l'objectif majeur est l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, la direction de la planification sous tutelle du ministère du Plan et du Développement entend impliquer davantage les collectivités territoriales. Les besoins sont urgents, sont tellement urgents que la population est pressée du développement de leur collectivité. Nous arrivons à planifier, ça va, nous planifions, mais on ne planifie pas pour planifier. Quand on planifie, il faut passer aussi à la programmation, à la réalisation de ces projets. Et c'est là où réside le problème. Les collectivités sont donc instruites sur les nouvelles orientations de la deuxième phase du PND. Le PND, le Plan national de développement 2016-2020, contient 5 axes. Un point très important, il s'agit de la transformation structurelle de notre économie. Comment est-ce qu'on pourra industrialiser notre économie? À cet effet, des fonds doivent être mobilisés. Ce plan a un coût de 30 000 milliards
qui doit amener la Côte d'Ivoire vers l'émergence. En novembre 2015, le gouvernement a finalisé l'élaboration du PND 2016-2020 qui devra surtout réussir la vision de transformer la Côte d'Ivoire en un pays émergent d'ici 2020. Toujours à Bouaké, dans le cadre de l'extension de la ville, de nouveaux sites seront bientôt lotis. À cet effet, la direction des services techniques de la mairie a organisé une visite terrain à Ngonia, village situé à l'entrée sud de Bouaké, un site qui serait litigieux. Objectif, lever tout équivoque. Reportage Maria Kobi, commentaire Kader Sogodogo. Le maire de la commune de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, dans sa politique de développement, entend procéder au lotissement de tous les villages qui relèvent de l'étendue territoriale de la commune. Ainsi, une enquête de Komodo et d'Inkomodo a été lancée suite à une demande de lotissement initiée par les chefs de terre d'Outouklesso et de Kounandi. Mais suite à cette enquête, il y a eu des oppositions. La direction des services techniques de la mairie, voulant dissiper tout équivoque, a organisé une visite des sites concernés. Nous constatons avec joie qu'au moins ceux qui ont lancé le courrier d'opposition sont là pour nous présenter les limites. Et nous prenons acte. Et avec tous les responsables associés, chacun donne son point de vue pour que cette enquête qui a été lancée trouve une issue favorable pour pouvoir mener à bien le projet de lotissement. L'enquête de Komodo et d'Inkomodo est une enquête préalable effectuée par l'administration avant la prise de certaines décisions, telles que les déclarations d'utilité publique en matière d'expropriation. En bref, cet accident de la circulation hier, un car de la compagnie UTB s'est renversé à 10 km de Yamoussoukro. Selon un dernier bilan, cet accident a fait 58 victimes, dont 10 morts. Les sapeurs-pompiers militaires et le SAMU sont intervenus pour évacuer les victimes au CHR de Yamoussoukro. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour élucider les circonstances du drame. En Gambie, l'ONU demande l'ouverture d'une enquête approfondie sur les morts en détention de 3 opposants. Ils ont été arrêtés jeudi 14 avril dernier lors d'une manifestation pacifique. Christelle Nyawa et Sidonie Davila pour plus de détails. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit très inquiet de la situation en Gambie après la mort en détention de 3 opposants, dont Solo Sandeng, l'un des leaders de l'opposition. Ban Ki-moon, le patron des Nations Unies, exige également la libération immédiate des blessés détenus pour avoir participé à une marche interdite le 14 avril dernier visant à contester certaines décisions politiques du régime au pouvoir, notamment la nomination récente d'un proche du chef de l'État à la tête de la commission électorale, la multiplication par 10 de la caution de candidature au poste de président de la République. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1994, le président Yahya Jammeh est accusé par les ONG Human Rights Watch, Article 19, Amnesty International et cette semaine par le département d'État américain de disparition forcée, de harcèlement de la presse et des défenseurs des droits de l'homme, des accusations qu'il a régulièrement rejetées. Autre image, un naufrage survenu le week-end dernier en Méditerranée aurait fait jusqu'à 500 morts. Des personnes parties de Libye et qui voulaient gagner les côtes de l'Italie. C'est ce que confirment les témoins arrivés au sud-ouest de la Grèce. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Sylvie Touré. Merci de votre fidélité. On se retrouve très prochainement.